Bon, j'ai toujours eu une certaine réticence vis-à-vis des lectures, parce que, bah, comme tout le monde, ça demande de la concentration, ça nous oblige à nous concentrer, et aujourd'hui, ça commence à devenir de plus en plus difficile de se concentrer, pour tout le monde, hein, pour moi aussi. Donc, je vais essayer d'être court, simple, et point trop ennuyeux. Mais ayant cherché des gens qui pouvaient éventuellement essayer de lire certains passages de ce que j'ai écrit, et d'ailleurs même en ayant testé, je me suis rendu compte que c'était quasiment impossible parce que bah, c'est le résultat de pas mal d'années de travail, de recherche, d'esthétique. Et donc c'est trop pointu pour être lu par quelqu'un d'autre, donc vous aurez malheureusement la déconvenue de vous essuyer la vision de mon visage pendant toute la lecture. Et je suis le seul, j'ai essayé, c'est pas possible. Donc, alors cet essai, c'est le résultat donc d'une peut-être 15-20 années de recherche, de prospective esthétique en tant qu'artiste, pour essayer de comprendre comment le monde sera demain et comment récupérer, et comment encore continuer à écrire ou pratiquer une activité artistique dans ce monde sans récupérer plus ou moins honteusement les codes de l'air du temps ou être récupéré par cet air du temps. Donc c'est pas tout ce que je fais, mais c'est une bonne partie de mon travail. Avant, j'ai écrit des nouvelles sur le même sujet, un roman il y a une petite partie, un petit bout de temps, et là je reviens aussitôt à la fiction, puisque c'est ce que je considère comme étant le moyen le plus efficace en fait de donner à penser, plus qu'une l'essai qui est une pensée plutôt plaquée et avec laquelle on est d'accord ou non. Voilà. Et cet essai, j'ai fini par le faire sortir de mon creuset parce que mes préoccupations depuis longtemps, qui étaient donc la désincarnation, eh bien, elles ont fini par rejoindre tout ce qui s'est passé autour de nous, essentiellement donc pendant le Covid, où je me suis rendu compte que finalement, ce sur quoi je travaillais finissait par rejoindre les névroses générales, les névroses occidentales. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais publier ce compte-rendu de recherche. Alors, au départ, c'est un compte-rendu de recherche. Dans un deuxième temps, évidemment, je l'ai customisé pour qu'il soit qu'il s'ouvre au plus grand nombre, et au plus grand nombre de lectures, enfin, qu'il soit le plus accessible à plein de gens et pas uniquement ceux qui s'intéressent à la recherche artistique. Mais je voulais vous dire en intro que c'est une démarche artistique, esthétique et non pas politique. Je ne cherche pas du tout à dire comment les gens doivent faire, au sens politique gérer la cité. J'essaye juste de penser, de rester libre et de donner peut-être quelques clés pour ceux qui peuvent essayer, qui ont envie de le rester. Donc voilà. Alors, comment je me suis intéressé en premier à la désincarnation? C'était il y a longtemps en fait. Je bossais dans un petit hôtel, où j'ai pas mal bossé dans des petits hôtels pour gagner ma vie, et dans cet hôtel, qui se situait tout au bout d'un couloir Second Empire, qui s'appelle l'hôtel Chopin, si certains connaissent, eh bien, certains connaissent d'ailleurs, et bien, je me suis retrouvé un jour, dans les années 2000, en fait, sans, comme tout le monde, hein, à l'époque tout le monde n'avait pas de portable, sans connexion, sans rien, et, je me suis dit, le monde est en train de basculer, c'est en train de tourner, et moi je suis tout seul, j'ai rien, voilà. Je me suis senti vraiment tout seul, sans possibilité de communiquer avec les autres, et c'est là où j'ai eu cette espèce d'intuition, ce mot, autour duquel, petit à petit, après, j'ai filé, en fait, tout mon travail autour de la désincarnation. Donc, toutes les nouvelles que j'avais publiées précédemment, elles sont sur ce sujet, mais mode fiction. Puis là, la situation commence à se devenir de plus en plus compliquée avec les années, on l'a tous vu pendant la gestion un peu calamiteuse du Covid. Je me suis dit, bon bah voilà, peut-être qu'il fallait mettre des mots sur ça de manière un peu définitive, enfin. Donc, pourquoi le Covid? Parce qu'à la limite, c'est pas, je vais pas parler du Covid, hein, bien sûr, vous inquiétez pas. Et donc pendant toutes les années qui ont suivi, on va dire de 2000 jusqu'à aujourd'hui, ben, on a tous connu l'avènement des portables, Internet généralisé, je dirais même l'indifférence globalisée, les gens de plus en plus isolés les uns sur les autres. Et puis le confinement qui n'a été rendu possible que parce qu'Internet existait. Je pense qu'on n'aurait pas confiné les gens si on n'avait pas pu leur dire tu restes chez toi derrière un écran avec le télétravail. Donc dans aucune époque auparavant, je pense qu'on aurait pu aller jusqu'à telle extrémité pour protéger la vie biologique pure, c'est-à-dire sans s'intéresser à la vie en général, dans son ensemble, c'est-à-dire le corps et l'esprit, la santé mentale, la spiritualité, les champs de la conversation. Donc là, on a été très très loin dans ce qu'on appelle le biopolitique, enfin ce que Foucault appelait le biopolitique, mais bon, je ne vais pas abonder dans trop de références. D'une manière générale, au XXe siècle, me semble-t-il, on a fini par évacuer toute possibilité de vue d'ensemble, de recul, d'embrasser le monde dans son ensemble, essayer de le penser, pour favoriser le scientisme, c'est-à-dire la science en tant que déité,
la spécialistique, la technique, et puis plus récemment, donc, vous avez tous sûrement entendu parler de la déconstruction, voilà, pas mal exploité dans les médias, ou encore, plus concrètement, les experts sur les plateaux télé. On n'a jamais eu autant d'experts que les 2 dernières années, de tout d'ailleurs, hein. Donc le totem science ou technique, en fait, à mon sens, a été érigé comme une sorte de divinité au-dessus de notre tête, quelque chose qu'on ne peut plus remettre en question un peu, et qui nous empêche d'avoir du recul sur les choses. Dès qu'on essaie d'avoir un petit peu de recul, un point de vue humain, on l'a vu particulièrement pendant le Covid, non, c'est pas possible, c'est la science qui décide. On le voit aujourd'hui aussi dans toutes les grandes démarches qu'il y a autour de toutes les décisions qui vont être prises peut-être bientôt au niveau énergétique, en écologie, c'est indéniable, hein, le dieu science a décidé que, donc on doit faire exactement comme il nous dicte. Donc ça nous entraîne dans les pires dérives, à mon avis, idéologiques contemporaines, l'idéologie étant évidemment ce qu'on nous ordonne sans nous donner notre avis. Et ça m'a amené d'ailleurs à une façon d'appeler, donc je ne sais pas si tout le monde a sans doute entendu parler du wokisme, donc, qui est la grande tendance de la pensée simplificatrice qui nous vient des États-Unis. Et donc, ça m'a amené à m'intéresser assez récemment, pas particulièrement dans cet essai d'ailleurs, à ces 3 mamelles du wokisme, comme je les appelle, que sont le féminisme, le décolonialisme et l'écologie, qui ne sont en définitive que des avatars de la déconstruction, hein, c'est-à-dire que tout consiste à être vu par des rapports de domination sous-jacents, qui sont souvent anciens, que nous n'avons pas forcément expérimentés nous directement, mais qui subsistent, hein. Ça n'enlève rien à leur importance ou à leur gravité, mais ce sont des choses qu'on n'a pas vécues nous personnellement. Donc vous allez voir que c'est là où je vais en arriver avec la désincarnation. Donc ces idéologies donc, sont souvent des héritages du passé, des idées ou des doctrines que nous n'avons pas expérimentées nous-mêmes, mais dont on fait les frais rétrospectivement et par conséquent dont on devient en quelque sorte les comptables inconsistants dans un contexte, pardon pour la répétition, complètement décontextualisé. Par exemple, pour le décolonialisme, j'ai déjà entendu des gens, des Africains, qui voulaient se battre contre l'esclavage, alors qu'en tant que descendants d'esclaves, ils avaient des arguments, une revendication contre ça, parce qu'ils étaient descendants. L'écolo qui se plaint de l'empreinte ou de l'héritage de l'Ok Boomer, il va dire que l'Ok Boomer, c'est à cause de lui qu'aujourd'hui il se retrouve dans la situation où il est. Donc, peu à peu, ce que je veux dire, c'est que par le biais des médias et des idéologies que les médias véhiculent, je devrais peut-être plutôt dire qu'ils nous implémentent leurs idéologies, hein, au sens implémenter, ça veut dire vraiment reprogrammer, hein, selon le vocabulaire de plus en plus technologique qu'on nous inflige, réinitialiser, formater le logiciel, etc. On arrive à l'émergence tout autour de nous, je crois, d'une sorte de grosse conscience globale qui nous dit comment penser, comment nous comporter, et que l'on n'a jamais vu aussi rayonnante et dictatoriale que pendant le Covid, évidemment. On accepte de se dépersonnaliser, je crois. On profite des contraintes de notre monde fourmilière. Ce que les Chinois font très bien chez eux, mais seulement ils ont une dictature au-dessus d'eux. Mais nous, on a intériorisé ce système. On en est les actionnaires conciliants de plus en plus. Alors par ailleurs, ou peut-être de ce fait, il y a un déficit d'expérience physique de plus en plus par rapport à ce qui nous est médiatiquement transmis ou infligé tous les jours, tout le temps, qui fait qu'on accepte de plus en plus de répéter plutôt que de témoigner. De moins en moins, on vit dans nos corps, mais de plus en plus dans ce qu'on reçoit et qui nous est transmis par le biais de notre environnement. Alors, médias, j'entends évidemment les médias qui écrivent, qui diffusent, mais évidemment aussi tous nos objets. C'est un vaste monde, les médias aujourd'hui. Il faut surtout pas, quand j'emploie le terme de médias, surtout dans mon essai, je le mets souvent en note de bas de page, je ne l'utilise pas pour accuser uniquement, enfin accuser, c'est pas une accusation, je n'utilise pas du tout pour mettre en cause les médias qui diffusent, qui écrivent, etc., mais les objets, qui sont tout aussi responsables de notre aliénation progressive que ceux qui produisent. Bon, là, il faut remonter à McLuhan en 1970, qui avait écrit sur la télévision déjà. Il avait écrit un essai très très important là-dessus pour montrer qu'on était déjà en train d'être influencé, qu'on perdait le contrôle et que de plus en plus, même si on disait qu'on restait filtre, qu'on restait critique, en fait, pas du tout. Et il parlait de la télé, il parlait des objets déjà. C'est un essai qui est complètement passé à la trappe hein, avec le temps. Personne, quasiment, à part les universitaires, ne connaissent vraiment McLuhan. Et pourtant, aujourd'hui, ce qu'il dit sur la télé, c'est 50, 100 fois, 1000 fois plus important aujourd'hui. Mais il n'y a pas grand monde qui en fait état de ça, du fait que tout ce qui s'est développé entre-temps, il n'y a plus que la télé, il y a tous les médias qui se sont développés entre-temps, ont accéléré cette mutation, ont accéléré notre mutation, c'est-à-dire notre adaptation aux petits objets, et donc notre réinitialisation progressive, pour reprendre un terme un peu en vogue. Donc,
En d'autres termes, donc de plus en plus, moi ce que j'entends par désincarnation, c'est qu'on parle de moins en moins, on parle de moins en moins en son nom, et de plus en plus, soit au nom d'une grande cause qui nous a précédés dans l'histoire, soit d'une idéologie qui s'impose aujourd'hui par le biais d'un communautarisme, d'une cause planétaire globale, d'une transe collective qu'on voudrait nous faire éprouver dans le sport, enfin des choses humanitaires, des choses comme ça. On devient les vecteurs de l'information et non plus les individus au sens propre, avec un sens critique, et j'utilise ce terme souvent, on s'évide, nous nous évidons, au sens de évider, ça veut dire vider de l'intérieur, se vider de l'intérieur, de notre corps, de notre moi intérieur, qu'on pourrait appeler notre caractère, notre sensibilité ou notre personnalité, au profit de la machine. Avec un grand thème, je pense qu'on peut lui mettre une majuscule à la machine aujourd'hui, puisque on est tous actionnaires de ce système, tous actionnaires de ça, et pas que, pas que le système, pas que la technostructure, excusez-moi. Donc je vais commencer par un très court passage, c'est celui de l'intro. Alors il y a ceux qui auront déjà lu le livre et connaissent déjà, mais je trouve qu'il met bien en condition, et comme je vous ai dit, je ne vais pas vous ennuyer avec de trop longues lectures, j'essaie toujours de rebondir, de dire des choses qui ont rapport à... Donc c'est la première page, c'est l'incipit. Les preuves de la désincarnation sont pour moi multiples. C'est le premier sentiment que j'ai éprouvé lorsque j'ai commencé à écrire. L'idée que quelque chose m'échappait pour appréhender le réel. On pourrait ramener ça au problème de la dématérialisation, ou de la déréalisation au sens où l'entendait Philippe Muret. Mais il semble que celui de désincarnation est plus adéquat. Il englobe l'idée d'une vie de moins en moins vécue par les hommes, de désappropriation de notre expérience au profit de tout un faisceau d'appréciations qui ne nous sont dictées que par notre environnement socio-médiatique. Ce que nous ressentons, de toute évidence, c'est qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Quand nous pensons à ce que nous sommes, à nos rapports humains, nous sommes bien obligés d'admettre que nous sommes de moins en moins là où nous sommes. Nous sommes de plus en plus branchés sur des ordinateurs, sur des écrans ou encore pendus aux oreillettes d'un appareil quelconque. Mais ce n'est pas que cela. Nous vivons de plus en plus dans une sorte de bulle, déconnectés de la réalité par la sphère médiatique dans laquelle nous vivons, par les influences que nous subissons, par les œillères que nous nous mettons. Nous extrapolons, pensons ou exagérons souvent trop. Nous servons d'arguments qui ne sont pas les nôtres, ou qui sont issus d'une autre époque, pour monter en épingle des revendications qui ne nous appartiennent pas, ou qui ne nous servent qu'à nous faire fabriquer une personnalité de commande. Dans les rues, nous passons à côté les uns des autres sans nous voir, essentiellement dans les villes, il faut bien le dire. Bientôt même, nous nous poussons sans nous voir. Comment en sommes-nous arrivés là? Voilà, donc ça c'est l'intro un petit peu dramatique de mon essai. Alors s'ensuit dedans un développement sur la dépersonnalisation, la déresponsabilisation des individus, que j'ai choisi de ne pas reprendre ici parce que il fait l'écho de pensées assez, peut-être pas médiatiquement connues, mais assez connues en philo, de Adorno par exemple, ou plus récemment de Yuval Noah Harari, qui a écrit un essai qui s'appelle Sapiens, qui a eu un gros succès, où il nous montre bien, il parle de la dépossession qu'on va de plus en plus ressentir de nos prérogatives, donc nos privilèges en tant qu'humains, mais surtout de nos penchants par la machine. Dedans, il développe plein de trucs en disant plein de théories, où il dit que de plus en plus, les machines vont nous remplacer au point que, alors bon, au-delà même des moteurs de recherche, des sites de rencontres, il dit qu'un jour peut-être, la machine nous aidera à nous choisir un métier ou un partenaire. Un métier d'abord, parce qu'elle connaîtra mieux le contexte dans lequel on vit, elle connaîtra mieux la technostructure dans laquelle on évolue, et donc elle sera mieux ainsi invitée à savoir, nous, avec nos petites compétences, qui seront bien sûr dans la machine, puisque tout sera dans la machine tôt ou tard, mais elle pourra nous permettre de mieux trouver notre vocation, ou le métier qui nous va le mieux à un moment donné, mais aussi choix d'une partenaire, carrément, si on tient compte, alors là il va loin, donc en rentrant les données ADN des personnes, eh bien, on pourra savoir peut-être un jour si elles sont plus ou moins aptes à la reproduction. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'elles vont s'entendre, mais il va assez loin dans son interprétation, dans Sapiens, avec un premier volume où il parle de ce qu'a été l'homme jusqu'à présent, et le deuxième de ce que l'homo machinus, l'homo deus est en train de devenir. Voilà. J'en parle en fait très peu dans mon essai, mais voilà, je vous conseille parce que c'est extrêmement grand public, c'est très facile à lire et très intéressant, Sapiens. J'ai choisi, moi, de privilégier l'influence de la désincarnation sur la culture et les milieux culturels, parce que c'est des domaines qui me sont chers, dans lesquels je travaille depuis toujours, puisque, comme je disais avant, moi, j'écris simplement des histoires au départ, ce n'est que parce que la situation m'a paru de plus en plus problématique que je me suis dit, tiens, je vais résumer tout ce que j'ai fait, en fait, dans un petit texte. Et je ne prétends pas du tout ni dire aux gens ce qu'ils doivent faire, donner des leçons, sauver le monde, tout ça, mais uniquement parler de ce que je connais, ce que j'aime, et que je pense primordial pour la formation de l'esprit humain en général, c'est-à-dire la culture.
Alors voilà un deuxième extrait un tout petit peu plus long. Dans un tel contexte, il semble plus pratique de promouvoir des produits de niche, c'est-à-dire des biens culturels destinés à une clientèle préétablie, plutôt que de prendre des risques. Cette clientèle vit depuis longtemps sous perfusion des mêmes sources d'informations, dans un univers prédéfini, ou en tout cas dans une bulle que la société des médias a façonnée pour elle. Entendre ici les médias au sens large, c'est-à-dire les médias d'information plus les médias objets, objets de fétichisation, objets de fascination qu'on a dans nos mains, etc. Vous les connaissez bien. Représentation de l'actualité, storytelling, bulle financière et informationnelle contribuent à nous renvoyer l'image d'une société que nous finissons par juger acceptable, ou en tout cas conforme à une certaine réalité que nous avons fini par nous représenter comme telle, parce que nous n'avons guère le choix. C'est ce que les médias nous renvoient en permanence comme reflet, et qu'un imposant système de publicité, d'ingénierie sociale et de presse ciblée relaie abondamment. Mais cette vision des choses est évidemment biaisée, ou en tout cas très parcellaire. Elle n'est qu'un bain dans lequel nous vivons. Et même si nous savons confusément que l'on nous ment, ou que l'on nous entretient dans une toujours même mixture, nous pressentons aussi qu'on ne peut pas faire grand-chose. 1000 millions de regards portés sur les multiples couches de fiction qui nous abreuvent au quotidien ne peuvent pas nous permettre de percer à jour le mensonge originel, ou, pour reprendre une image peut-être plus postmoderne, ne nous servent qu'à nous renvoyer le même mirage reflété à l'infini. Le réel s'est évaporé. Derrière les écrans, dans les limbes du virtuel, au-delà du perceptible, à l'image du SDF que nous croisons chaque jour devant le métro et que nous ne voyons plus. Pour la plupart, nous ne nous mettons plus en branle pour ça, parce que ce n'est qu'une toute petite partie du tout, escamotée derrière les écrans, derrière les fractales, les fondus enchaînés, et que nous nous préoccupons plus de ce qu'il y a devant nous sur nos écrans que de ce qu'il y a autour. Ce qui est évidemment un dérivatif pratique pour masquer le réel. Ça nous permet de passer à côté, de le laisser à part ou de l'escamoter dans ce qu'il a de trop sordide ou de trop dérangeant. La réalité, parfois, est devenue trop violente, tout simplement trop extérieure à nous, du fait que nous avons l'habitude de nous en extraire pour nous retrouver devant des images, pour que nous nous en préoccupions prioritairement, et il semble en effet préférable de l'escamoter derrière des représentations de la réalité, plutôt que de nous y confronter de visu. Cette tendance est particulièrement perceptible pour les générations Y et suivantes, donc les dernières qui arrivent vers nous, qui n'ont pas forcément eu une expérience physique aussi marquante que les précédentes, ayant grandi avec le virtuel, et peuvent de ce fait percevoir le réel comme une agression ou une injure faite à leur intégrité. Ça, on le voit évidemment dans les générations, les dernières générations, dans le fait qu'elles défendent aussi ardemment l'écologie radicale, les espèces animales menacées ou l'écosystème fragilisé par l'homme, parce qu'elles vivent dans un paradigme ou un environnement qui leur a été imposé depuis leur plus jeune âge et qui a pu faire naître en elles ce sentiment, je dirais, oppressif d'injustice. Si on voulait dater ce phénomène, donc de la dépossession du réel par les médias ou par notre environnement médiatique, nous pourrions dire que nous avons commencé à perdre le fil du réel à partir du moment où nous avons commencé à cautionner ce système de tacite complicité que le système médiatique. Baudrillard en parle dès les années 80 lorsqu'il évoque que le monde des images a commencé à précéder, dans notre perception du réel, a commencé à précéder dans notre perception le réel. Désolé. Cette conscience, donc, elle existait déjà à l'époque, mais elle était encore minoritaire et dans l'esprit de certains intellectuels, et le virtuel à l'époque, dans les années 80, n'était pas aussi prédominant. Il nous semble aujourd'hui plus facile de le montrer du doigt quand ce monde nous submerge et fait de nous ses intermédiaires. Ce monde, c'est celui du forwardage, de la consanguinité, des objets de communication rois. Ce monde décrète que si vous n'avez pas un bon réseau, vous n'existez pas. Ce monde, nous baignons dedans, mais nous ne pouvons pas faire grand-chose. À chaque fois que nous prenons un selfie, relayons une information sans grand intérêt, ou faisons une chose dont nous savons pertinemment au fond de nous qu'elle n'a pas grand sens, nous cautionnons ce système du vide communicationnel ambiant. Donc ensuite, dans mon livre, je parle du fait que nous vivons donc de moins en moins de choses par nous-mêmes, donc comme je le disais, mais plus précisément encore, que par le biais des médias, etc., on vit de moins en moins de choses physiquement. Là, c'est vraiment à partir des années 90-2000. On vit de moins en moins de choses physiquement. C'est dur à imaginer, mais c'est vrai. Tout simplement, et en tout cas, évidemment, en Occident. Parce qu'on peut toujours faire mon constat, mettre une barrière entre l'Occident et le reste du monde. C'est vrai que dans le reste du monde, dans tous les pays plus défavorisés, on n'a pas encore cette impression-là. C'est la confrontation entre les deux qui m'a amené, moi, à faire ce constat. C'est comment l'Occident se désincarnait, tandis que le reste du monde, pas forcément. Mais comme le reste du monde aspire aux mêmes richesses, qui sait ce qui va se passer
quand ils voudront eux aussi se technologiser, etc. Enfin, c'est déjà le cas d'ailleurs. Donc après, donc là, je démonte ça en fait. Enfin, je parle de cette lacune physique avec tout un développement sur les idées reçues du monde contemporain, où je m'efforce de démontrer que nous avons non seulement aujourd'hui des yeux, mais une conscience médiatiquement modifiée qui nous empêche de juger réellement, d'agir vraiment. Donc là, je vais prendre un exemple, c'est plus concret, qui est très récent dans l'actualité, qui nous montre à quel point ça va assez loin l'influence, ou en tout cas la façon dont on est, dont on prend comme vraiment une matière malléable et dont on va jusqu'à presque façonner, influencer nos rêves. C'est l'exemple de la Lola qui est morte la semaine dernière, qui a été je n'ai même pas suivi exactement d'ailleurs l'affaire, j'ai pris un fait divers, qui est morte, qui a été mis dans une malle, je crois, et qui a été transportée ensuite, qui a été tuée par des gens dans le 19e. Je pense que tout le monde en a entendu parler. J'ai pris juste un article de presse, un jour, je suis tombé dessus, et le titre m'a vraiment frappé. C'était « Meurtre de Lola, : Rachid, le soupirant de Dabia, soutient qu'il ignorait le contenu de la malle. » Bon. Là, moi, quand je suis tombé dessus, c'est peut-être ma culture littéraire, peut-être trop envahissante, mais j'avais l'impression d'être dans les mille et une nuits. Et donc, vous avez le transport de la malle, hein, occulte, comme les bons génies dans les contes, les noms arabes, bon, ça c'est le contexte qui le veut, et puis le terme de soupirant. On avait vraiment l'impression qu'on nous racontait une histoire, alors qu'on est dans un fait divers sordide. Alors ça arrive souvent, hein, le storytelling, tout le monde le connaît, on voit tout le temps, mais celui-là, je trouve qu'il va un petit peu plus loin, puisqu'à partir d'un fait divers très très sordide, on tisse en fait un réel, un imaginaire. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, au-delà de contester nos médias, c'est qu'en faisant ça, les médias ils font pas leur boulot, ils font plus que leur boulot. Ils nous volent notre imagination. Or, notre imagination, normalement, c'est le but, par exemple, des romanciers. Un romancier raconte une histoire, ou d'un film, pourquoi pas, une fiction télévisée. Et on nous la vole pour nous mettre quelque chose à la place. L'illusion que la réalité, notre quotidien forcément trivial, ennuyeux, hein, serait rempli ici de faits divers ou de péripéties rebondissantes, rocambolesques que le storytelling a mis à la place et qu'il est chargé de vous rapporter. Un romancier, lui, quand il invente une histoire, il sait qu'il invente quelque chose de faux, et quand vous la lisez, vous savez que c'est faux. Là, non, ça part d'un fait divers réel, et on tisse, on exagère le fait jusqu'à en faire quelque chose d'onirique, et que je dis, après tout le monde ne verra pas les mille et une nuits, mais moi j'y ai vu ça. Et donc je pense qu'à partir de là, à partir du moment où l'esprit est capturé par une espèce de narratif ultra exagéré, là aussi, hein, le Covid, bien sûr, a tissé, l'esprit est capturé, et il va toujours rechercher dans le storytelling de quoi se nourrir, de plus en plus de nourriture pour se renseigner, voire voyeuristement, hein, sur le réel. C'est ce que Baudrillard, un philosophe pas très lu, parce que très jargonneux aussi, appelle l'hyperréalisme. Quand on veut plus de l'imagination, on veut plus transcender le réel par des histoires, mais on veut toujours plus de réel. Un hyper-réel, encore plus réel, voilà, y compris dans les histoires, y compris dans certains romans pas forcément intéressants des rentrées littéraires. On va toujours exploiter la veine du voyeurisme, du réel, de l'hyper-réel. Hein. Un réalisme encore plus réel, mais qui n'invente rien. Forcément, en allant tout le temps chercher des nourritures comme ça, eh bien, on est de plus en plus, peut-être pas, on n'obéit pas, mais on va dire qu'on est quand même un petit peu aux ordres de ce que les médias nous renvoient, hein, au sens large, toujours les médias. Et, ça veut dire donc de la prochaine baliverne ou du prochain fait divers qu'ils vont nous envoyer, et exagérer, et retisser, etc. Alors je pense que tout à l'heure on parlait de la lecture avec quelqu'un qui disait je ne lis plus, ça arrive de plus en plus, cherchons pas la raison pour laquelle plus personne ne lit, ou de moins en moins de gens, elle est là. Elle est là, hein, c'est qu'à partir du moment où les médias nous servent en permanence du storytelling, eh bien on n'a plus vraiment besoin d'aller en chercher ailleurs, donc à travers l'œuvre d'auteurs, de romanciers qui, eux, vont s'inspirer du réel pour créer. Non, on n'en a pas plus besoin, les médias le font très bien à notre place, les journalistes le font très bien à notre place, et ça explique malheureusement le fait que de plus en plus on va se trouver comme des masses de plus en plus faciles à manipuler, puisque moins on lit, moins on a d'esprit critique, plus on se perfuse de l'information à longueur de temps, et plus forcément, ceux qui sont aux commandes de l'information, hein, ils savent très bien ça, hein, donc ils utilisent ça chez nous. Ceux qui sont aux commandes de l'information, ou bien sûr les gens qui travaillent dans la communication à Silicon Valley, qui savent très bien qu'ils peuvent utiliser cette faiblesse de notre part. Comment réagir à ça, pour essayer de dire quelque chose de... Comment réagir? On va sortir du storytelling, rejeter beaucoup, je pense, la presse mainstream, ne pas aller là où on me dit d'aller, ou, comme le dit souvent monsieur le gérant du melting pot ici présent, monsieur Lyot, sortez de chez vous. Il le dit dans sa mailing list toutes les semaines, et je trouve ça assez juste, effectivement. Il faut au maximum sortir de chez soi et sortir de soi pour essayer de se rendre compte de ce qui se passe autour.
Voilà, alors je vais vous lire un dernier passage. C'est celui conclusif, en fait, hein, c'est celui qui résume, enfin pas résume, mais il parle de lui-même. Nous arrivons ici au cœur de ce qui constitue mon développement sur la désincarnation. Notre capacité n'est jamais aussi grande de nos jours que de parler de ce que nous ne connaissons pas, de ce que nous n'avons pas vécu, ou de ce qui relève d'un passé qui ne nous a pas touchés personnellement, mais dont on nous a rebattu les oreilles à l'école ou dans les médias. Dans la seconde partie du XXe siècle, notre environnement médiatique, productif, symbolique a concouru à nous entretenir dans cette bulle de culpabilité. Nous analysons désormais le passé avec les œillères de notre époque, les guerres avec la culpabilité de nos gènes et l'esclavagisme avec la repentance de nos ancêtres. Nous classons les colonisations dans la catégorie des crimes contre l'humanité, les guerres comme si elles étaient nouvelles dans l'extermination de l'homme par l'homme, et la moindre conquête du moindre pouce de terrain dans une ingérence aux droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Nous pérorons comme des coqs de basse-cour aussitôt que les droits d'une quelconque minorité ont été bafoués, ou qu'une association qui ne nous a jamais touchés de près ou de loin se voit menacée. Parallèlement à ça, l'avènement des nouvelles technologies entérine la décomposition de ce qui nous liait physiquement, une même communauté de personnes, en nous éloignant les uns des autres, chacun pour soi et à chacun sa grande cause sur les réseaux sociaux. En découle l'ahurissante propension à nous partitionner en communautarisme discriminant pour nous illustrer, quitte à prendre une cause facile, et d'autant plus facile que de la prôner virtuellement ne mange pas de pain. Ça donne lieu aux invraisemblables rassemblements de foule sur Internet ou au lynchage médiatique qui s'ensuit sous l'impulsion de ces communautarismes. Les féministes, les véganes, les LGBT, les juifs, les noirs, les racistes, les bobos, les anti-bobos, les survivalistes, les tradis, etc. Dans les dernières années, il n'y a jamais eu ainsi autant de romans policiers que depuis que la criminalité réelle a diminué dans nos contrées. Il en est de même pour le terrorisme. Il n'y a jamais eu autant de phobies médiatiquement entretenues que depuis que le nombre de maladies réelles a reculé, ni autant de fakes que depuis que les moyens de répandre prétendument la vérité ont émergé. Alors, d'où vient cette prolifération de la fausseté dans un monde qui est a priori guidé par la volonté de faire le bien? Pourquoi déployons-nous autant d'ingéniosité à tout exagérer, si ce n'est par une tendance terrifiée par le vide de notre nature, qui entend créer des événements là où il n'y en a peut-être plus? Le destin de tout un pays semble désormais pendu aux lèvres de l'hydre de l'information. Dans les écoles, on remplace l'histoire par la stigmatisation, la géographie par le développement durable et la science par le tri des déchets. On tue l'initiative, on encourage aux petits, on endort, on atrophie. À la télé, les séries nous entretiennent dans la peur de la criminalité urbaine, avec l'idée qu'il pourrait y avoir un pervers multirécidiviste à chaque coin de rue. Les méchants sont toujours d'anciens nazis ou des trafiquants d'organes venus de pays scandinaves élevés dans une atmosphère crépusculaire de bout du monde. Plus de 70 ans après la Shoah, nous parlons toujours d'Adolf Hitler comme du plus grand cas de criminel que la Terre ait jamais porté, et l'on recourt volontiers dans la discussion au cas d'écoles désormais connues du point Godwin, qui consiste donc à traiter l'autre nazi quand on n'a plus d'arguments. L'histoire médiatiquement orchestrée semble nous entretenir dans un tel état de psychose qu'il paraît inimaginable que nous puissions penser en dehors du scénario qui a été prévu pour nous. Nous sommes bloqués par le passé, tétanisés à l'idée qu'un nouvel holocauste puisse se reproduire, paralysés par la névrose qu'instille en nous le catastrophisme ambiant. Nous avons détruit la planète, la température sera bientôt de plus 100 degrés, l'homme est un pollueur invétéré. Pourtant, si nous voulions absolument chercher à tout prix le mal, et désigner un coupable, ce n'est peut-être pas sous le vocable de nazi qu'il faudrait le désigner, mais plutôt sous celui, et là j'insiste avant de le dire, au sens large de médias. Médias, objets et médias, producteurs d'informations. Car ce ne sont probablement pas eux qui sont davantage responsables ce sont eux probablement qui sont davantage responsables de notre situation que les circonstances en général ou que l'être humain en particulier. Mais encore faudrait-il pouvoir les circonscrire, ces médias, car nous en faisons tous partie, à partir du moment où nous cliquons, forwardons, répétons. Dès lors, les analyses des distorsions de notre système et l'analyse est non seulement approximative, mais elle omet de nous inclure dans le cahier des charges. Car il est plus facile de désigner un ennemi au loin et qui plus est enfoui dans un passé nébuleux que de se regarder en face. Nous sommes de ce fait inconscients de la part active que nous jouons dans la destruction de notre société et de ce que nous avons intériorisé comme réflexe qui concourt à notre autodestruction. Et nous devenons peu à peu étrangers au réel, car il ne nous parle plus, mais de plus en plus sensibles aux couches de fiction qui ont été apposées par-dessus pour tenter de lui donner un semblant de mordant. Voilà, comme je l'ai dit en intro, mon filtre, ou mon paradigme, c'est de voir que toute une partie de ce que nous vivons, de ce que nous pensons, n'est plus dictée par notre sensibilité ou notre individu, notre individualité, mais par le fil de cette bonne, grosse conscience collective qui se substitue peu à peu à nous, dans les sociétés capitalistes essentiellement modernes,
on pourrait généraliser ailleurs, en tout cas, où l'uniformisation est devenue la norme. On l'a jamais vu, encore une fois, que pendant le Covid et dernièrement, dans la façon dont on va essayer de nous faire, de nous donner un certain nombre d'injonctions par rapport à la crise de l'énergie. Hein, on vit nous-mêmes, on intériorise toutes ces contraintes et nous-mêmes, on est volontiers enclin à aller reprocher à notre voisin de faire ceci, de faire cela, comme si on avait intériorisé et qu'on était tous une même grande conscience collective. Maintenant, il ne nous appartient pas d'agir ou de lutter contre, mais d'en prendre acte pour se rendre compte que les grandes religions qui vont nous fédérer dans l'avenir, comme l'écologie par exemple, je prends cet exemple mais on pourrait en prendre d'autres, sont autant mues par une volonté de faire le bien, protéger la planète évidemment, que par la volonté d'uniformiser et de gérer notre monde familière par le biais d'une grande conscience collective que les théoriciens du forum de Davos ont déjà ciblé de très très près. Donc là, je peux se référer au dernier livre de Klaus Schwab, hein, le Great Reset, la grande réinitialisation, qui est un ouvrage rédigé par des financiers du monde, enfin par un homme, mais qui est au service des réseaux financiers du monde entier, et qui montre très bien, hein, au-delà de tout complotisme, qu'ils ont parfaitement intégré que l'idée de diriger le monde, la grande réinitialisation, par le biais de la conscience écologiste. C'est vraiment très bien expliqué dedans. Et plus exactement, ce que nous aurons intériorisé comme réflexe de bonne conscience écologiste. Donc dans ce sens, comme on dit souvent, chaque geste qu'on fait, surtout en écologie justement, oui, chaque geste que nous faisons, eh bien, mais dans un sens beaucoup plus large et beaucoup plus étendu que ce que nous croyons, et devient effectivement primordial. Chaque chose qu'on pense, voire même chaque clic, et devient finalement responsable de notre futur, quoi. Ce que je veux dire, c'est que si on voulait s'écarter de l'esthétique que j'avais pris moi pour cadre en général, pour agir à bon escient, il faut avoir forcément un peu réagi en profondeur avant, pour savoir si les actions qu'on accomplit ne sont pas finalement, dans le cadre de la récupération de tout par le spectaculaire, des contradictions de ce qu'on voulait initialement. Là, c'est-à-dire se retrouver humain, l'échange, la spiritualité, enfin une vie d'humain qui communique. Donc là, l'exemple typique, je pense, des éoliennes, vous connaissez tous, voilà, on a voulu faire bien, on a implanté plein d'éoliennes, et aujourd'hui on veut encore en importer, alors qu'on sait explicitement et scientifiquement prouvé qu'elles produisent plus de CO2 par leur simple construction qu'elles rapportent en fait en termes écologistes. Il y a beaucoup d'autres exemples de nos comportements individuels, le geek qui consomme, l'écolo geek qui consomme de la batterie, bon. Toute action non pensée, si on veut faire court, non pensée en amont, ne devient donc pas une action, mais j'allais dire une répétition de la scénographie mimétique spectaculaire voulue pour nous par la machine. La machine étant donc cette grande technostructure qu'on adoube, qu'on huile par nos gestes au quotidien. Donc le but de ce texte, si je devais le résumer, donc de cet essai, c'est de réveiller face à l'endormissement relatif dans lequel nos consciences nous ont plongés, sont plongées plutôt sous l'effet chloroformant des médias. L'illusion qu'ils propagent, ces médias, que des actions s'accomplissent ou une quelconque action est possible, et surtout l'illusion que les actions que nous entreprenons pour lutter contre la désincarnation puissent avoir une influence pérenne et génératrice de découverte à partir du moment où ce ne sont que des réactions. Ça, j'en parle beaucoup dans la fin de mon essai. En d'autres termes, habiter le réel, ou essayer d'habiter le réel, hein, puisqu'on va parler tout à l'heure, essayer, mais pas forcément uniquement par le biais du local ou de l'agitation citoyenne, par le biais de la conscientisation de tout ça, selon lequel tout est relié à tout, y compris donc nous au cosmos, par le biais de notre spiritualité au sens vie de l'esprit, sachant que la spiritualité aujourd'hui, hein, désormais, elle est tout autant susceptible de transiter par les canaux du virtuel que par les oripeaux du réel. Hein. Elle peut aller partout. Ça aussi, dans mon essai sur la désincarnation, je parle forcément de l'influence négative que peuvent avoir les médias sur nous, notre environnement et la façon dont nous-mêmes on s'y soumet. Mais il y a un aspect forcément positif aussi, c'est que petit à petit, de toute cette gangue, de toute cette difficulté, de tout cet univers dans lequel on se sent impuissant, émergent des possibilités de s'exprimer, de plus en plus. Par contre, elles sont à l'heure actuelle difficiles à discerner. Quand on veut chercher qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, il faut y passer des heures et des heures, enfin, voire une vie. Hein. Voire une vie à essayer de trouver, parce qu'on est tous maintenant dans le grand maelstrom ambiant. Mais bon, au moins ça permettra à tout le monde de s'exprimer. Voilà, donc ma conclusion, c'est l'écologie vue comme religion. Ça, c'est au fur et à mesure que je travaillais sur ce texte-là, je me suis dit, bah voilà, c'est la nouvelle religion du futur, puisqu'on n'a plus de spiritualité, plus beaucoup de vie spirituelle. Nous, les peuples décadents, peuples dégénérés, peut-être plutôt d'Occident, eh on va se replier sur ce qu'on va nous donner. Hein, et la foi aujourd'hui, c'est la foi planétaire, évidemment, c'est la religion avec donc ses lois morales, ses inquisiteurs qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, ses châtiments. Hein, je mettrai ma main à couper. Enfin, un jour, on aura des gens, des chasses aux sorcières virtuelles sur Internet, de gens qui ne respectent pas. On en avait déjà un pour d'autres domaines, mais pour l'écologie, ça va venir. La grande conscience globale, collective qui en découle, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire,
que nous intériorisons de plus en plus, hein, au point parfois de nous dénoncer les uns les autres. Là, je pense que tout le monde connaît les exemples. Et ces 3 mamelles du wokisme dont j'ai parlé, qui sous prétexte donc de nous désentraver, donc c'est les rapports hommes-femmes, colons blancs et boomers jeunes, hein, donc c'est féminisme, décolonialisme, écologie, donc on essaie de nous désentraver de rapports de domination classiques. Mais en fait, ces rapports, on est en train, les gens qui manipulent tout ça, hein, les wokistes, sont en train d'instituer de nouveaux rapports de domination par ce biais-là, par le biais du médiatique, du politique et dans une moindre mesure de l'universitaire. À qui profitent ces rapports? Aux élites, hein, les élites essentiellement occidentales modernes, qui sont plus souvent plus royalistes que le roi, et qui vont donc se servir de ces règles pour continuer à garder le pouvoir que la dématérialisation risque de leur faire perdre. Donc tout le monde s'accroche comme il peut au monde physique ou bien à des grandes idéologies comme ces trois mamelles. Le but pour ces élites étant évidemment de continuer à diriger, à gouverner le monde par le biais de nos consciences morales, du monde qu'elles sont soumises. Mais, et c'est là où j'en venais, de façon de plus en plus désincarnée, puisque c'est ça qui est vraiment nouveau, c'est qu'avant, les hommes s'intergouvernaient ou avaient des influences les uns les autres par le biais physique, et là, de moins en moins, c'est physique, de plus en plus, c'est désincarné. On voit, par exemple, aujourd'hui, les élites, si on voulait s'en prendre à elles, ceux qui ont le pouvoir, eh bien, ce serait bien difficile, parce que tous leurs comptes bancaires sont virtualisés. Ils vivent souvent dans des résidences, dans des bunkers cachés, et ils utilisent cette morale totalement désincarnée, qui est même se part de la bonne conscience, hein, pour se faire croire pour nous faire croire qu'elle va dans notre intérêt. C'est pas forcément toujours le cas. Il y a un géographe que je voulais juste vous citer en conclusion, que peut-être quelqu'un connaît, quelques-uns connaissent, qui rejoint pas mal ce que je dis, qui propose des solutions plutôt humoristiques. C'est Christophe Guilluy, un géographe, donc sociologue, qui depuis 20 ans s'intéresse à la France périphérique, et qui a un petit peu découpillé cette grenade au moment des Gilets jaunes. Il a commencé à être un peu connu, il s'est intéressé à ce qu'il appelle, dans son dernier bouquin, les dépossédés. Et donc les dépossédés, c'est toute une partie du peuple global, mais une grande partie des gens, dont il dit d'ailleurs une majorité de la population se sent dépossédée de tout ce qui l'a constitué. Voilà. Ça, c'est un langage assez qui me parle, moi, parce que ça déposséder et constituer, voilà, tout de suite, je pense, la même chose, des incarnations. D'ailleurs, il propose des solutions, je vais juste vous donner ces petites solutions sur le mode humoristique, donc pour défendre les élites, c'est assez intéressant. Enfin, pour défendre les élites, excusez-moi, pour défendre les dépossédés face à leur perte de pouvoir croissante. Je ne suis pas encore en train d'expliquer que le monde des classes populaires serait un monde idéal. Si la décence commune, la common decency, comme disait Orwell, existe, c'est parce que les plus modestes sont souvent liés par des solidarités contraintes. En revanche, ce qui me plaît dans ce monde-là, par rapport à celui du salon, c'est qu'on n'y fait pas la morale matin, midi et soir. Je me méfie de ceux qui font la morale. Ce que les classes populaires ne supportent plus, c'est d'entendre ceux qui les dépossèdent leur expliquer comment ils doivent vivre, se comporter et être civilisés. La caractéristique de la bourgeoisie cool d'aujourd'hui, c'est justement de se placer dans une posture de supériorité morale délirante. Il fut un temps où même les bourgeois considéraient qu'ils pouvaient pécher. Sans leur faire la morale, à mon tour, mon livre est aussi un moyen de rappeler à la nouvelle bourgeoisie son péché originel, la mise à l'écart des plus modestes. Certes, vous êtes ouverts, inclusifs, écolos, mais vos actions ont aussi un impact négatif sur le devenir des classes populaires. Sur le mode humoristique, donc, l'auteur propose ainsi d'inventer un label socio-responsable sur le modèle du label écolo-responsable. De la même manière que l'on mesure scientifiquement l'empreinte écologique ou l'empreinte carbone, on pourrait mesurer de manière technocratique et chiffrée l'empreinte sociale de certains choix économiques, sociétaux et résidentiels. Pourquoi pas un socio-label non plus qui évaluerait l'impact d'une décision économique sur l'emploi des classes populaires. Un autre, l'impact de l'achat d'un bien immobilier dans une zone tendue, où l'offre de logement est inaccessible aux plus modestes. Voilà, il égrène comme ça des exemples, qui sont les moyens peut-être de voir un petit peu plus loin que ce qu'on accepte de prendre systématiquement comme les meilleurs moyens de nous mettre du bon côté du manche. Donc voilà, moi ça me parle beaucoup ce qu'il dit, je suis assez d'accord avec lui, sauf que lui il le voit du point de vue sociologique, géographique, et moi du point de vue esthétique et philosophique, ou métaphysique, je sais pas. Il voit plus loin que la conduite morale du bobo moyen, qui n'est qu'un moyen, clairement, de garder le pouvoir pour les élites. Faut pas se leurrer, derrière chaque Sandrine Rousseau, je crois que c'est ça son prénom, il y a un Pol Pot qui sommeille, et il propose d'instituer une analyse quantitative des conséquences donc, de tout ce qu'on fait au quotidien, plutôt que de continuer à se attraper dans des postures morales derrière son écran. Chaque chose donc est reliée avec chaque autre, et tout ce que nous faisons a une conséquence sur le futur. Voilà.
merci beaucoup. Merci aussi à Monsieur Bio du Melting Pot qui m'a accueilli. Et aussi, j'ai oublié de le dire au début parce que c'était écrit sur le côté, je voulais dédier toute cette lecture à Philippe Eich, qui est mort la semaine dernière, qu'on a enterré hier, qui était notre voisin et qui était un musicien très reconnu. Voilà, je voulais lui dédier cette lecture.